Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Je veux absolument trouver la femme de ma vie ou l'homme de ma vie. Ça s'applique dans les deux situations. Et donc voilà, on va parler de ces personnes célibataires qui cherchent l'âme sœur et de préférence l'âme sœur avec qui ils passeront le restant de leur vie et qui veulent donc à tout prix trouver la bonne personne. Oui, exactement. Donc là, c'est toujours important déjà de dire que, enfin, moi, je le pense de l'avoir vu autour de moi, il n'y a pas qu'une bonne personne par personne. Parce qu'il y a des gens qui croient effectivement qu'il y a l'âme sœur, comme tu dis, et qu'il n'y en a qu'une, quoi. Et donc, évidemment, la quête s'avère évidemment difficile. Ça fait peur, parce que si je tombe pas dessus, si je la rate, etc. Or, effectivement, on a tous une série de personnes avec qui on aurait pu faire notre vie, et ce serait différent de la personne qu'on a peut-être choisie, si c'est le cas. Mais il y a quand même déjà plus d'une chance sur le milliard d'êtres humains. Enfin, je sais pas combien nous sommes d'êtres humains, mais il y a plus qu'une chance. Il y a plus de matchs qu'on ne croit. Voilà, il y a plus de matchs possibles qu'on ne croit. Alors bien évidemment, ce sont des personnes qui vont, justement, tu parles de match, se mettre éventuellement sur un site de rencontre, qui vont multiplier des soirées, des trucs, enfin toutes les possibilités vont être saisies quelque part pour essayer de rencontrer quelqu'un. Et qui en plus de toutes ces rencontres ont à côté une checklist avec toute une série de points qui correspondent à cette personne idéale. Tout à fait. Et donc moi, une des premières choses que je fais d'ailleurs, c'est souvent de faire cocher les points que je suis prêt à lâcher. Donc je leur dis, faites la checklist. Parfois elle est déjà faite, parfois pas, mais donc ils la font. Et puis je dis, maintenant il va falloir choisir la moitié des points que vous allez lâcher parce que vous n'aurez pas tout. Et déjà, ça c'est intéressant parce que ça recadre le fait que l'idéal n'existe pas. Donc, effectivement, il va falloir renoncer à une partie de ces points et peut-être même à d'autres. Donc, après, c'est pas parce qu'on a une liste qui, au lieu de faire 50 items, n'en fait plus que 25 qu'on va les trouver non plus les 25. Mais quand je pose cette question-là, c'est pas pour dire il faut garder les autres et attention s'y accrocher. C'est plutôt pour dire il va falloir en lâcher et ce sera peut-être ceux-là, ils seront peut-être ceux-là et on verra. Oui, parce que en revoyant la checklist, en fonction de la personne qu'on rencontre, on peut aller chercher éventuellement les points qu'on a laissé tomber et en lâcher d'autres. Parce que en fonction de la personne, on va réadapter sa checklist, etc. Donc l'idée de lâcher des points sur la checklist, c'est de lâcher l'idéal et de se dire en fait tout ne sera pas rempli. Il va falloir se contenter de 5 critères sur 10, quoi. Et on peut m'aller plus loin, et c'est un peu dur, et c'est toujours, d'ailleurs de cette manière-là que je le dis, et peut-être vous la rencontrerez jamais, la personne qui va même remplir 3 critères, parce que pas de chance, elle est déjà casée, parce que pas de chance, et que donc, malgré vos recherches et vos rencontres, parce que souvent quand les gens consultent pour ça, souvent il y a déjà eu pas mal de rencontres qui n'ont pas matché, justement, et donc il y a un moment donné où c'est important d'aller préparer un peu l'alternative, quoi. Et si je ne la rencontre jamais, je fais quoi? Et si malheureusement, alors que j'ai essayé, j'ai tout donné, que ce soit dans le virtuel, donc plutôt dans les sites de rencontres, mais aussi dans la réalité, je me suis inscrite à un sport pour rencontrer des gens, je fais des stages de randonnée pour rencontrer des gens, il y a des trucs aussi, des trucs culturels pour célibataires qui existent pour permettre des rencontres. J'ai fait tout ça, j'arrive pas. À un moment donné, j'ai envie de dire, ça va être intéressant de lâcher là-dessus, sur cet objectif, pas parce que on est sûr que ça n'arrivera jamais, mais parce que ça devient intéressant de préparer une vie sans cette personne idéale. Et sans même sans idéal, mais sans partenaire, parce que peut-être vous serez toujours célibataire. Alors ça fait évidemment extrêmement peur à quelqu'un qui cherche, parce que, et à juste titre, si c'est pas mon choix, j'ai pas envie que ça m'arrive, puisque moi, ce que j'ai envie, c'est un couple, ce que j'ai envie, c'est des enfants, la famille idéale derrière, Mais vraiment, en lâchant ça, ça peut me permettre de non seulement arrêter d'être déçu de rencontre en rencontre, mais aussi de me préparer une vie qui soit acceptable,
voire même agréable, sans l'autre, sans ce partenaire que je cherche. Et donc, en fait, la personne ne peut être que gagnante. Cette question très confrontante, en fait, tu l'as abordée aussi dans l'épisode 58 sur le burn-out et la personne qui veut absolument retourner au travail. Oui. Et on a pu voir à ce moment-là, vous pouvez le réécouter éventuellement, mais on a pu voir à ce moment-là que à partir du moment où on lâche prise par rapport à cet objectif, la pression forcément, il y a moins de souffrance. En fait, forcément, étonnamment, en renonçant à cet objectif que je veux absolument, qui ici est rencontrer la personne idéale ou même rencontrer un partenaire de vie, en renonçant, finalement, il y a un moment où je souffre moins puisque je ne suis pas constamment déçue de ne pas rencontrer la personne que je voudrais rencontrer. Et du coup aussi, ce qui est intéressant, c'est que ça va m'amener soit à rester célibataire et à l'aménager le mieux possible, soit à être moins, parce que je dis souvent, je l'ai dit justement il n'y a pas longtemps à un patient, à être moins la personne qui rayonne de ce truc, je veux rencontrer quelqu'un, ce qui en fait chasse plutôt, ne donne pas envie. Parce que pour les autres autour, avoir quelqu'un qui cherche tellement à rencontrer quelqu'un, il peut se dire je serai jamais à la hauteur. Il pourrait se dire je serai jamais à la hauteur. Il peut se dire pourquoi il cherche tellement, c'est que personne n'en veut. Et donc c'est un effet plus répulsif qu'attractif en fait. Alors que la personne qui est bien seule, elle a un côté beaucoup plus attractif parce que les gens se disent j'ai envie de le conquérir. Oui, c'est ça. Et puis oui, tout à fait, on est tous un peu comme ça, à être plus attirés par des gens qui ont l'air plus difficiles à conquérir que par la personne où c'est tout cuit dans la main et qui est presque en train de se mettre à quatre pattes devant nous en disant j'ai besoin de quelqu'un, est-ce que ça peut pas être toi quoi. C'est pas très sexy entre guillemets. Et donc je pense que vraiment on génère autre chose dans la relation quand on est installé dans un célibat agréable, mais bon, le tout c'est de pouvoir le faire. Et donc ça, évidemment, soit ça demande un accompagnement, soit certaines personnes vont pouvoir le faire, peut-être juste en écoutant ce podcast, et se dire comment, au lieu d'être en train de chercher à tout prix la personne idéale, je cherche à être idéalement bien avec moi-même, j'ai envie de dire, ou le mieux possible, ou le moins mal possible, puisque voilà, je peux me dire, c'est pas le célibat que j'aurais choisi, donc évidemment, non, ça me fait pas rêver, mais n'empêche, je mets des choses en place et je me sens un peu mieux et de mieux en mieux dans cette solitude. J'apprends à la gérer, j'apprends à l'occuper aussi, cette solitude, voilà, pour ne plus être en recherche à tout prix, ce qui effectivement peut en tout cas faire plutôt fuir les proies éventuelles qui auraient pu être des chouettes partenaires. Alors là, on parle du cas où on est encore dans la séduction et essayer de trouver un partenaire, mais cette question peut revenir aussi au sein d'un couple, quand on est déjà installé, quand on a commencé une relation avec quelqu'un, et qu'on se dit « est-ce que je vais vraiment continuer avec cette personne ?» Parce que en fait, elle ne coche pas tous mes critères, elle ne remplit pas tous mes critères. Et donc là, en fait, on amène une autre dimension qui est en fait quelque chose de conflictuel dans le couple, parce que l'autre amènerait « oui, mais en fait, ça ne calcule pas avec ce que j'ai, il habite trop loin, il veut pas vivre avec moi, il a déjà des enfants, peu importe les raisons. » Et quelque part, on ne se permet pas de vivre la relation parce qu'on se dit « ça ne coche pas mes critères ». Oui, tout à fait. Donc à ce moment-là, il y a un moment où il va falloir de nouveau relâcher sur les critères, donc effectivement, ou bien vraiment se dire moi effectivement une relation longue distance c'est pas mon truc, et donc vraiment je peux pas imaginer, et donc voilà, prendre en compte ces critères. Donc il y a un peu deux possibilités, je dirais. C'est que à un moment donné, et là c'est un peu le poids de l'amour et de la raison, c'est de se dire j'ai pas mes critères, mais je l'aime, tant pis pour mes critères. Ou bien j'ai pas mes critères, je l'aime, mais c'est trop difficile pour moi d'aimer sans que, avec par exemple la distance, puisque tu as pris cet exemple-là, et il est bon de se dire, je m'étais toujours dit, pas une relation longue distance, mes parents ont connu ça, ou j'ai une expérience précédente, ou simplement c'est pas ok pour moi. Et donc me dire, donc je vais renoncer, donc on va faire un deuil, et la personne peut de nouveau seule ou se faire accompagner dans comment renoncer à quelqu'un que j'aime, en fait, mais qui malheureusement ne coche pas tel ou tel critère, ça n'ira pas, ou quelqu'un qui... On trouve ça souvent, et même chez les jeunes aujourd'hui, l'un des deux ne veut pas d'enfants. Et l'autre veut des enfants, et ils sont amoureux, tous les deux, mais il y a ce critère-là, il passe pas, ni pour l'un ni pour l'autre. Aucun des deux n'est prêt à lâcher,
à juste titre. Enfin, j'ai envie de dire, les deux avis sont tout à fait respectables, mais du coup, effectivement... il y a un deuil à faire, soit de l'amoureux, soit de la perspective d'avoir ou pas des enfants. Ou de ne pas en avoir, oui, c'est ça, exactement. Ou se dire, tant pis, j'en ferai pour lui faire plaisir, je tiens trop à lui. Et j'ai envie de dire, voilà, il y a ce côté, oui, tout à fait, où il y aura un choix à faire. Et c'est pour ça que les critères, en fait, sont un peu un piège, de manière générale, puisque si on n'a personne d'autre, les critères nous piègent parce qu'ils mettent la barre tellement haut que plus personne va finalement les remplir et que donc, en fait, je rencontrerai jamais cette personne idéale. Donc, plus je la cherche, plus je l'idéalise, moins je vais la rencontrer. Et si, par contre, on a quelqu'un, les critères vont parler à la place du cœur. Et donc, on va devoir choisir. Et en même temps, j'ai envie de dire aussi, à certains moments, c'est pas mal qu'il y ait des critères à la place du cœur. Parce que voilà, malheureusement, même si on a envie de dire, oui, j'aurais envie de vous dire, choisissez, suivez votre cœur, etc. Mais non, parfois, c'est important de garder raison, comme on dit. Et c'est toujours l'équilibre entre les deux qui nous fait avancer, en fait, entre le cœur et la raison. Donc voilà, les critères, c'est la raison qui parle. Alors, autre chose aussi sur la recherche de la personne idéale, comme tu l'expliquais au début, je trouvais que ça m'avait évoqué ça, et bon, j'y viens maintenant, mais tu disais, voilà, je cherche l'homme idéal, il faut que ce soit le bon, quelque part. Or, souvent, moi, je dis aux personnes qui me disent ça, je dis, et si vous essayez déjà avec d'autres, en sachant que c'est pas le bon, alors c'est pas pour ça que il faut s'installer avec la personne, etc. Mais au moins avoir des relations, parce que ça va être intéressant de pouvoir se dire, voilà comment je séduis, voilà ce qui marche, voilà ce qui marche pas, en s'exerçant avec des brouillons, entre guillemets. Ça permet un peu de tester ces critères. Voilà, ça permet de tester ces critères. Ça permet aussi parfois, moi j'ai une patiente, c'est comme ça qu'elle a rencontré le bon, en fait, en pensant qu'il n'était pas du tout le bon. Et puis finalement, à force de le connaître, etc., et de le côtoyer, elle est tombée vraiment amoureuse, etc. Et finalement, ils ont construit leur vie ensemble. Et donc, je pense que ça permet en tout cas d'assouplir un peu. Au lieu de rester dans il faut que ce soit le top tout de suite, j'ai envie de dire, dans rien de ce qu'on fait, on est tout de suite dans le top. Quand, je pense, dans cet exemple-là, on a appris à marcher ou quand on a appris à parler, personne n'a parlé tout de suite un français parfait. Et d'ailleurs, personne ne le parle peut-être tout à fait encore aujourd'hui. Mais c'est sûr qu'au début, on dit des mots, on ne les dit pas dans le bon ordre. Enfin voilà, et encore, on ne les dit pas toujours bien. Et puis, à un moment donné, on acquiert la langue. Et quelque part, j'ai envie de dire, c'est un peu la même chose dans la relation. Et j'y pensais parce que j'ai pour l'instant une patiente qui est dans la recherche de l'homme idéal et qui ne veut pas de relation si ce n'est pas la bonne. Mais en fait, le problème, c'est comment savoir si c'est la bonne si j'ai pas eu des mauvaises aussi, quelque part. Et donc, je pense que ça, c'est important aussi, c'est de pouvoir s'autoriser à vivre des relations, alors en s'y engageant plus ou moins, de nouveau, je le répète, c'est pas pour ça qu'on doit se donner corps et âme dès le départ, mais juste aller boire un verre, aller un peu plus loin dans la relation, etc., pour se sentir les choses, et pour s'exercer, et pour apprendre mieux la séduction, et pour apprendre à être à l'aise avec son corps, et pour apprendre... Et en fait, en faisant ça, on se permet l'échec, en fait, parce que c'est ça, en visant tout de suite l'idéal, c'est en fait un peu ne pas se permettre l'échec, se dire il faut que ce soit juste, il faut que ce soit le bon. C'est quand tu as dit cette phrase-là que je me suis dit... Et parce que vraiment, je pense que c'est important, en s'autorisant l'échec, en fait, on s'autorise comme quand on a commencé à parler. Si on ne s'était pas autorisé à dire mal les phrases et les mots, et qu'on avait voulu tout de suite bien dire les phrases, en fait, quelque part, on n'aurait jamais parlé. Parce que c'est en faisant mal qu'on a appris à faire bien. Donc, je pense que c'est un peu la même chose ici, c'est de pouvoir s'autoriser à se tromper de personne, à vivre, à même sans se tromper, savoir d'emblée qu'on va pas, on n'est pas avec la personne avec qui on passera notre vie, mais c'est pas grave, je vais quand même vivre une relation parce qu'il y a des côtés plaisants, parce qu'avec cette personne-là, pour partir en vacances, en fait, c'est chouette et ça se passe bien. Je construirai peut-être pas ma vie avec. C'est peut-être pas non plus un drame, et c'est peut-être comme ça qu'on peut apprendre aussi à faire la différence entre la personne qui va nous convenir et celle qui ne conviendra pas. Et du coup, multiplier aussi un peu les canaux de rencontre, parce que quelque part, ça permet d'élargir aussi le spectre des possibles, parce que si on se contente uniquement des voyages organisés, etc., et qu'en fait, le retour à la vie réelle, c'est toujours un peu compliqué, ou si on se contente d'une application site de rencontre, qui fait déjà une partie du tri pour nous,
Oui, on peut passer passe à côté d'autres personnes aussi. Tout à fait. Oui, je pense aussi que ça, il faut toujours... Enfin, l'idée, c'est vraiment de garder les canaux ouverts. Puis, pour les sites de rencontres, par exemple, il y a certaines personnes à qui ça va très bien convenir et d'autres qui vont être très mal à l'aise de cette première rencontre, après avoir eu un chat et puis pas vraiment s'être rencontrés, mais on se voit et on sait tous les deux pourquoi on est là. Donc, certaines personnes, ça ne va pas leur convenir du tout. Et donc, ils vont être beaucoup plus à l'aise de rencontrer quelqu'un dans un magasin et de commencer à parler avec quelqu'un dans un magasin spontanément, sans qu'il y ait aucun enjeu et choses derrière. Donc, je pense que c'est vraiment important, oui, d'abord de se connaître soi et de voir ce qui nous met le plus à l'aise, de tester des lieux de rencontre différents et puis de poursuivre avec ceux qui nous conviennent. Vous avez aimé cet épisode? N'hésitez pas à vous abonner pour découvrir les autres épisodes passés et à venir.